Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une leçon fascinante sur la nature de notre esprit. On va tenter de répondre à une question qui a l'air simple, mais qui est en fait immense. Qui est vraiment aux commandes là-haut, dans notre tête? On a tous, je pense, fait l'expérience de ça. Ce bruit de fond quasi permanent, ce flot de pensées qui ne s'arrête jamais. C'est vraiment la question de départ, mais pourquoi notre esprit est-il si rarement en paix? D'où vient toute cette agitation? Et la réponse, ou en tout cas le diagnostic que la source nous donne, tient en un seul mot. La cause de tout ce remue-ménage, ce serait l'identification. C'est-à-dire le fait de croire, à tort, que l'on est ses propres pensées. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Le problème fondamental, c'est que pour la plupart des gens, l'esprit n'est pas vraiment un outil qu'on utilise. Non, c'est plutôt une force qui nous possède. On subit nos pensées plus qu'on s'en sert. Et là, on arrive à l'affirmation centrale, la plus importante de cette leçon. Il faut bien comprendre qu'il y a une séparation nette entre la pensée et celui, ou plutôt ceux qui pensent. Ce que l'on est vraiment, au fond, c'est cette présence silencieuse, cette conscience qui regarde le spectacle mental se dérouler. Parlons-en justement de cette fameuse conscience. La source la décrit comme un témoin impassible. C'est un peu comme un espace de calme absolu qui observe toute l'activité, tout le chaos de l'esprit, sans jamais être affecté. C'est notre point d'ancrage. Mais concrètement, la conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est la sensation pure et simple d'exister. C'est ce sentiment de « je suis » qui est là, même quand il n'y a aucune pensée dans la tête. Et d'après la source, cette conscience, elle, ne change jamais. Elle est permanente, parfaite. Quand on met les deux côte à côte, le contraste est frappant. D'un côté, on a la conscience, stable, éternelle, parfaite. Et de l'autre, on a les pensées, un torrent constant, éphémère et par définition imparfait. On voit bien qu'il est impossible d'être les deux à la fois. La logique derrière ça est d'une simplicité désarmante. Le fait même de pouvoir dire j'ai une pensée prouve qu'il y a bien deux choses distinctes. Il y a l'objet qu'on observe, c'est-à-dire la pensée, et il y a l'observateur, la conscience. Bon, mais à quoi ça sert de faire cette distinction? Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que c'est justement là que se trouve la clé pour comprendre d'où vient notre souffrance psychologique. Le mécanisme, en fait, est un automatisme terrible. Voilà comment ça se passe. D'abord, une pensée surgit. Disons, je ne suis pas à la hauteur. Deuxième étape, et c'est là l'erreur fatale. On s'identifie à elle. On se dit, c'est vrai, je suis cette pensée. Et bim, troisième étape, la souffrance, le doute, la tristesse apparaissent instantanément. D'ailleurs, il existe un mot en sanskrit pour décrire ce phénomène, vritti. Ce sont ces vagues, ces modifications constantes de l'esprit, ce courant qui nous emporte d'une idée à l'autre et qui rend notre état intérieur complètement instable. Allez, on a bien posé le problème, maintenant, la solution. Et vous allez voir, elle est assez contre-intuitive. Il ne s'agit pas du tout de se battre avec son esprit. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Là-dessus, la source ne mâche pas ses mots. Essayer de faire le vide dans sa tête est qualifié de stupide. Pourquoi? Parce que l'esprit est fait pour bouger, c'est sa nature. Non, la véritable clé, le secret, c'est de réorienter son attention. C'est ça l'idée. On ne peut pas arrêter les pensées. C'est impossible. Par contre, on peut choisir de ne plus les écouter. C'est un peu comme être dans une pièce où la radio est allumée. On ne peut pas forcément l'éteindre, mais si on se concentre vraiment sur une conversation, le son de la radio s'estompe, il passe à l'arrière-plan. On regarde ailleurs, vers l'intérieur, vers la conscience. Maintenant, on va aller un cran plus loin avec un concept un peu plus profond. On va parler de force vitale. C'est une sorte de physique spirituelle qui explique pourquoi certaines pensées nous plombent et d'autres nous élèvent. En gros, chaque pensée émet une sorte de vibration, une fréquence. La force vitale, c'est tout simplement l'énergie qui est associée à cette fréquence. Et la règle est simple. Plus la vibration est haute, plus la pensée génère de puissance, de vitalité. Et il y a une hiérarchie très claire dans cette énergie. Tout en haut, avec la vibration la plus pure et la plus puissante, on trouve la conscience elle-même. Juste en dessous, il y a les pensées à haute fréquence, comme l'amour. Et tout en bas, avec une fréquence très basse, très dense, on trouve des pensées comme la haine. Et attention, c'est crucial de comprendre que ce n'est pas une question de morale, de bien ou de mal. C'est purement technique. Une pensée d'amour est plus puissante parce qu'elle est plus légère, plus subtile, elle vibre à une fréquence plus élevée, plus proche de celle de la conscience. Elle est constructive. L'analogie de la valise, pour le coup, est parfaite. Une pensée de haine, c'est une valise pleine à craquer, elle est lourde, elle nous épuise. Une pensée d'amour, c'est une valise presque vide, légère, qui permet d'avancer vite et sans effort.
Et tout ça, ça nous amène au point final, qui est sans doute le plus important et le plus libérateur de tous, le pouvoir immense que l'on a de choisir. Il ne s'agit plus de subir, mais d'agir. La source fait une distinction géniale ici. Les lois humaines, c'est souvent restrictive. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Les lois spirituelles, c'est différent. C'est un principe de cause à effet. Si tu choisis cette pensée, voilà l'effet que ça aura sur ta force vitale. À toi de voir. C'est une invitation à la liberté totale. Et on le sent, au fond de soi. Les pensées qui commencent par « je dois »,« il faut » ou les regrets, on sent bien comme ça nous tire vers le bas, ça nous pompe notre énergie. À l'inverse, des pensées comme « je suis »,« je peux »,« je veux », ça donne de la force, ça ouvre des possibles. Voilà, c'est ça le message central qu'il faut retenir. La vraie maîtrise, ce n'est pas une lutte acharnée pour contrôler chaque pensée qui passe. C'est l'art, bien plus subtil, de choisir délibérément, de poser son attention sur le témoin silencieux, sur la conscience d'être, plutôt que de se laisser hypnotiser par le film qui se déroule dans notre tête. Alors, pour finir, cette question du début, elle résonne un peu différemment, non? Elle n'est plus juste une idée abstraite. Là, maintenant, au moment même où une pensée émerge, qu'est-ce qui, en arrière-plan, est en train de l'observer?